Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir avec ma collègue Johanna Manteau de la FNAB pour ce webinaire Climat et territoire. Je me présente, je suis Delphine Ducœur-Joly, chargée de mission à la FNAB sur les missions collectivité territoire. Et Johanna est en charge, elle, des questions climat à la FNAB. Donc on a décidé d'organiser ce webinaire pour interroger un petit peu les relations entre agriculture et climat et aussi mettre en avant peut-être voilà, en quoi l'agriculture biologique a des choses à dire sur le climat et aussi comment les collectivités locales peuvent s'approprier ces problématiques pour mettre en place sur leur territoire des actions en faveur d'une plus grande résilience des territoires. Peut-être je te laisse passer la diapo suivante, Ouais. Johanna. Donc voilà, donc c'est ça un peu le déroulé qu'on vous propose. Il y aura un petit peu deux parties, hein. Il y aura tout d'abord un peu des éléments de contexte sur justement ces liens entre agriculture et changement climatique. Nous verrons donc les atouts du mode de production bio et l'action aussi du réseau de la FNAB en direction des fermes, avec notamment le témoignage d'un agriculteur bio du réseau, Guillaume Geffard, qui est parmi nous en ce moment. Et ensuite, on ira regarder comment les collectivités peuvent s'approprier ces questions-là au travers de différents outils de politique publique, de planification écologique, qui Mhm. permettent d'intégrer des dimensions sur le climat. Et pour cela, nous aurons un second témoignage, cette fois-ci d'un élu local du Pays des Châteaux. Donc c'est Nicolas Orgelet, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et on terminera bien entendu par un temps d'échange et de partage. Et bien sûr, après chacune des deux interventions, vous pourrez également poser vos questions Moi, je à nos réduis. intervenants. Donc Mhm. effectivement, je rappelle un petit peu les règles qu'on vous a déjà données juste À la avant. fin, ça marche pas. On Donc, réduit. alors, on vous invite déjà à couper Mhm. vos micros parce que Mhm. là, on entend des personnes qui sont en conversation. Alors, ça, c'est le plus important parce qu'on est très nombreux, hein. On est pour le moment 77 et il y a encore des gens qui arrivent. Donc, vous coupez bien vos micros et puis, si possible, vous renommez en cliquant droit sur votre nom dans la liste des participants. Vous renommez en mettant bien votre nom, prénom et, si possible, votre structure de rattachement. Je profite pour dire que le public est un petit peu divers. Alors, on maîtrise pas tout parce qu'il y a eu voilà, l'information d'invitation à circuler. Mais en tout cas, au départ, le webinaire s'adresse aux chargés de mission du réseau de la FNAB, qui travaillent aux côtés des agriculteurs et aux côtés des collectivités locales. Et puis également, ont été destinataires un certain nombre de collectivités pour ce webinaire. Voilà, donc on a un public un peu mixte, d'agents de collectivités locales et puis d'agents de développement dans le réseau de la FNAB. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc, les intervenants, je vous les ai présentés. Johanna, en animatrice intervenante pour les données de cadrage sur les actions du réseau de la FNAB sur le climat. Guillaume Geffard, maraîcher bio à Saint-Pierre-des-Corps. Nicolas Orgelet, vice-président de l'agglomération de Blois, conseiller municipal de Blois et élu référent du projet alimentaire territorial au syndicat mixte Pays des Châteaux. Et enfin, moi-même, donc Delphine Ducœur-Joly, chargée de mission territoire à la FNAB. Et donc, je vais laisser dès maintenant la parole à ma collègue, donc Johanna Manteau. Merci beaucoup, Delphine. Et puis, ben, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je vais vous donner quelques éléments de contexte par rapport au changement climatique. Donc, cette première diapo, c'est simplement pour vous rappeler un petit peu que les bouleversements climatiques, ils ont des impacts à la fois sur le compartiment air, donc les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement global de la planète, et puis tous les épisodes événements extrêmes qui existent, mais aussi sur le compartiment sol, qui touche en particulier la biodiversité et le cycle de l'eau. Et donc, bah, voilà, cette diapo, c'est pour vous rappeler simplement que, il y a énormément de liens entre activité humaine, biodiversité, climat, cycle de l'eau, et que, en fait, quand on touche à un compartiment, on touche à tout le reste. Et donc, c'est extrêmement vrai aussi au niveau de l'agriculture en elle-même. Il y a beaucoup d'interactions entre tous ces éléments-là. Je vais vous parler maintenant de chacun de ces compartiments et puis ensuite on parlera plus globalement de l'agriculture et biologique et de ses réponses face à tout ça. Euh, Juste un petit point de rappel sur le fait que l'agriculture est évidemment victime du changement climatique, puisqu'elle est basée sur les interactions justement du vivant et du climat. Là, c'est une diapo du GIEC de 2021 qui montre en quoi la production alimentaire est impactée par les facteurs climatiques. Et ce qu'on voit, c'est que les pertes de production alimentaire au niveau mondial, elles augmentent en termes de nombre et aussi en termes d'intensité. Et ça se retrouve également
globalement pareil au niveau mondial en termes de température. Donc il y a pas mal, ça c'est aussi une diapo du GIEC, il y a pas mal de petites infographies comme ça qui circulent et qui montrent effectivement que les impacts, en fait, ils vont augmenter en fonction du réchauffement planétaire futur, à la fois en intensité, ce sera plus chaud, et en même temps en en fréquence, en nombre de fois que les événements de ce type-là de température extrême se produiront. Donc là, vous avez des événements à 10 ans et à 50 ans en fonction des différents scénarios qu'on peut prendre en charge, plus 1,5 degré, plus 2 degrés ou plus 4 degrés, c'est-à-dire le scénario du pire. Ça, c'est des simples rappels. Par rapport à la biodiversité et son interaction avec l'agriculture. Donc évidemment, la biodiversité est basée sur, enfin l'agriculture pardon est basée sur le vivant pour la production alimentaire, ce qui la rend très dépendante en fait de ce facteur-là. Et elle est voilà très dépendante. Et en même temps, l'agriculture c'est un facteur de perte de la biodiversité dans le monde. Vous entendez très récemment beaucoup de chiffres circuler sur la perte des oiseaux des champs et la perte des insectes aussi dans les sols qui impacte fortement la capacité de production alimentaire au niveau mondial, français, européen. Et donc, les causes de perte de biodiversité, c'est la perte d'habitat, c'est les pratiques agricoles avec l'homogénéisation des pratiques agricoles, les monocultures, et aussi les pesticides qui donc sont un gros enjeu de perte de biodiversité. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver cette biodiversité pour l'ensemble des services qu'elle rend et pour aussi faire en sorte que les sols puissent continuer à être fertile et vivant, en fait, tout simplement. Ensuite, en termes d'eau, donc l'agriculture évidemment repose majoritairement sur l'eau pluviale et aujourd'hui il y a des perturbations du cycle de l'eau qui sont très fortes. Là, vous avez une carte de l'INRA qui anticipe un peu les débits moyens des cours d'eau d'ici dans les années 2050-2060. Et ce que vous voyez, c'est que tous les débits des cours d'eau vont baisser plus ou moins fortement. Et il va falloir du coup travailler en fait à faire en sorte que les sols puissent être plus résilients, conservent mieux l'eau et que du coup on puisse aussi avoir une production alimentaire qui perdure dans le temps. Une autre chose, c'est que l'agriculture du coup elle est impactée par ces perturbations du cycle de l'eau, mais elle impacte aussi le cycle de l'eau, notamment sur sa qualité. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture nous dit qu'il y a 60%, 67% pardon, des masses d'eau souterraines qui sont en bon état. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 30% en fait des masses d'eau qui ne sont pas en bon état chimique et c'est en grande partie dû aux pesticides notamment de l'agriculture et à tous les intrants en fait qu'on met dans les sols agricoles et qui ensuite vont dans les cours d'eau. Donc l'enjeu c'est évidemment de préserver et la qualité de l'eau et la façon dont on utilise l'eau et comment on la consomme, parce que l'agriculture, c'est la première activité humaine consommatrice d'eau en France. C'est pas la première qui prélève l'eau, c'est la première qui la consomme. Donc c'est un autre niveau euh, d'analyse. Et donc l'idée, c'est vraiment de préserver cette rétention de l'eau dans les sols, de préserver la qualité de l'eau au fur et à mesure du temps, de façon à réussir à être plus adapté face au changement climatique. Euh, du coup, les sols agricoles, ils stockent et ils déstockent du carbone. C'est aussi un autre enjeu pour l'agriculture. Voilà, je n'avais pas vu que les cartes allaient s'afficher comme ça. Euh, donc là, vous avez deux cartes. Une carte en rouge qui parle des stocks de carbone dans les sols. Donc, c'est ce qu'il y a actuellement dans les sols. Et on repère bien sur cette carte les zones agricoles, hein, plutôt en jaune, les zones de grande culture qui ont peu de stocks de carbone. Ça veut dire on a un peu vidé la cave, comme on dit. Il va falloir restocker du carbone dans ces zones-là. En rouge, vous avez aussi les forêts, les grandes prairies naturelles qui, elles, sont déjà pas mal chargées en carbone. Et donc, voilà, l'agriculture, elle a impacté le stockage du carbone dans les sols et elle continue en fait de le faire. C'est la deuxième carte. Vous voyez que en fonction du mode de pratique agricole ou d'artificialisation des sols, on stocke ou on déstocke du sol dès aujourd'hui, du carbone pardon dans les sols dès aujourd'hui. Et donc l'agriculture, elle a cette vertu de cette capacité à stocker du carbone supplémentaire dans les sols. C'est l'une des seules activités humaines qui peut le faire. Ce que l'INRA nous dit, c'est que les activités agricoles peuvent permettre de compenser jusqu'à 7% des gaz à effet de serre en France, ce qui est ce qui est énorme et ce qui en même temps veut aussi dire qu'il n'y a pas que ça Super. qu'on peut faire. Mais donc l'enjeu, c'est vraiment de préserver ce qui existe comme stock aujourd'hui dans les sols
et certes. aussi d'aller vers de Non, nouvelles non, mais là, pratiques moi, qui permettent de stocker je suis au boulot. euh, de carbone dans les sols. Est-ce que c'est possible de couper votre micro, Monsieur Yvan, s'il vous plaît? Du coup, alors, voilà, avec ces constats-là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va au niveau français? Il y a plusieurs trajectoires qui existent et la plus connue, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui est une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, et donc, d'où est-ce qu'on part pour travailler sur une trajectoire de baisse d'émissions? On fait d'abord un premier bilan au niveau français. Donc, ce qu'on peut remarquer avec le graphique à gauche, c'est que l'agriculture, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en France. Il représente 19% des émissions de gaz à effet de serre France. Ça, c'est une donnée du sol français, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'importation des engrais azotés qui coûtent de l'énergie et qui émettent des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas compris dedans. Donc l'agriculture, l'agriculture française qui importe beaucoup, elle a un niveau d'émission plus fort que ces 19% en réalité. Et puis, ce qu'on peut aussi regarder, c'est l'empreinte carbone de l'alimentation des Français. Et ce qu'on voit avec ce graphique, tout simplement, c'est que le modèle agricole et la pratique de l'agriculture, c'est ça qui a le plus fort impact sur l'alimentation des Français, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre sur la question du transport, notamment de l'alimentation. Donc ça, c'est notre constat de départ. Et puis ensuite, la stratégie nationale bas carbone, elle donne des indications pour aller vers cette neutralité carbone en France dans tous les secteurs, ce qui représente pour l'agriculture moins 46% de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2015. Et donc en 2030, le ministère de l'Agriculture s'est déjà donné des objectifs. Alors, ce sont des objectifs provisoires. Si vous faites une capture d'écran, mettez que c'est provisoire. C'est d'ici à 2030 plusieurs objectifs, dont un que moi j'ai mis en rouge, augmenter la surface bio et faire x2 d'ici à 2030, donc aller jusqu'à 21% en 2030, ce qui est un énorme défi. Et puis par rapport au changement climatique, il y a évidemment d'autres choses qui se jouent, notamment sur l'augmentation des bovins en pâturage, plus 10%, l'augmentation du nombre de kilomètres de haies plantées, plus 50 000, et puis sur l'agroforesterie notamment. Je vous laisse regarder les autres éléments. Mais donc, il y a beaucoup d'enjeux pour l'agriculture biologique qui doit doubler ses surfaces d'ici à 2030, ce qui est une ambition énorme et à laquelle il faut que tout le monde s'attaque en fait. Du coup, l'agriculture biologique, elle semble être porteuse de solutions. On le voit bien avec cette stratégie nationale bas carbone. Et là, je vais vous donner aussi quelques enjeux auxquels l'agriculture biologique peut répondre facilement. Le premier enjeu, on l'a vu, c'est le stockage du carbone dans les sols et la baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans les territoires. Donc, j'ai mis en rappel en rouge ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et donc, ce que moi, je peux vous dire, c'est que la réglementation bio, en fait, elle impose aux agriculteurs et agricultrices bio une diversité végétale, des rotations plus longues, l'épandage de matières organiques en masse pour pouvoir fertiliser les sols et se passer d'engrais azotés. Et donc, tout ça participe, en fait, au stockage de carbone supplémentaire dans les sols. Indirectement, le règlement bio en fait incite en fait à la couverture des sols d'interculture parce que les agriculteurs et agricultrices ont besoin de nourrir leurs sols plus fortement. Et donc c'est une pratique très répandue et qui est extrêmement mise en avant par l'INRA dans son rapport 4 pour 1000 pour dire que c'est un des moyens importants pour stocker du carbone en plus dans les sols. Et en plus, les élevages biologiques, eux, ils sont obligatoirement en plein air une certaine partie de l'année, ce qui favorise aussi le maintien des pratiques des prairies permanentes. Et on a vu qu'en fait, il y a un certain stock de carbone qu'il faut absolument maintenir dans les sols dès aujourd'hui. Donc l'agriculture bio, avec son règlement et avec les incitations de son règlement, elle encourage le maintien des stocks de carbone et aussi le stockage supplémentaire de carbone dans les sols. Deuxième enjeu, favoriser la résilience des sols agricoles et encourager la rétention de l'eau, et donc indirectement la préservation de la biodiversité pour le vivant. Euh, on sait que l'agriculture est victime du changement climatique. On sait aussi que le gouvernement a mis en place un plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, qui doit ensuite être décliné dans tous les territoires. Et en fait, l'agriculture, elle a des réponses à donner par rapport à cette adaptation au changement climatique. On sait qu'elle préserve la biodiversité. Il y a beaucoup de méta-analyses scientifiques qui disent qu'on a plus de biodiversité dans les parcelles bio. Elle préserve la qualité de l'eau, ça c'est un fait, et elle préserve aussi les infrastructures agroécologiques telles que les prairies. Il y a beaucoup d'agriculteurs bio qui mettent beaucoup en place de haies et d'agroforesterie. Donc finalement, elle répond à un certain nombre d'enjeux de l'adaptation au changement climatique.
l'INRA a fait passer au ministère de l'Agriculture un scénario de baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans lequel elle développe plus encore que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'agriculture biologique. Et elle dit explicitement que l'agriculture biologique va résister mieux aux chocs climatiques demain parce que justement, diversité végétale, ateliers diversifiés et une façon de faire qui permet au sol d'être plus résistant. Et les rendements bio vont augmenter dans les années qui viennent par rapport au conventionnel, passant de 50% du conventionnel à 60-70% du conventionnel. Donc, il y a un vrai enjeu à développer l'agriculture bio pour travailler la question de l'adaptation au changement climatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus s'améliorer à la fois en bio pour s'adapter quand même et faire en sorte que les agriculteurs bio puissent avancer aussi sur ces questions. Dernier enjeu, réduire la dépendance énergétique de l'agriculture de territoire. En agriculture, il y a 50% de l'énergie qui est consommée directement sur la ferme et 50% de l'énergie qui est consommée indirectement sur la ferme par rapport aux engrais azotés qu'on utilise ou par rapport à l'alimentation des animaux qu'on importe. Et donc, ce que nous dit l'ADEME, c'est qu'il est indispensable d'analyser ces leviers d'action sur les engrais azotés et sur les aliments animaux pour pouvoir réduire l'impact énergétique de l'agriculture. Nous, en agriculture biologique, il n'y a pas d'engrais de synthèse qui baisse fortement la consommation d'énergie indirecte de ce modèle-là. Et les élevages sont basés de manière obligatoire sur un certain pourcentage d'autonomie, ce qui fait en sorte qu'on est moins dépendant de l'énergie et plus résilient face à ces chocs aussi de crise énergétique qu'on peut connaître. Donc, si on veut réduire la dépense énergétique d'un territoire, on peut aussi regarder l'agriculture biologique comme étant une solution. Euh, Elle avance, parce que je suis un petit peu en retard. Du coup, je vous fais un petit point aussi sur les actions de la FNAB en faveur de l'atténuation du changement climatique. Évidemment, l'agriculture biologique et la FNAB, on travaille sur les deux sujets, adaptation et atténuation. Et donc, vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources sur le site de Territoire Bio pour parler d'adaptation, notamment des épisodes de podcast, des infographies qui permettent d'amener la réflexion sur la question de l'adaptation, des témoignages et puis aussi des projets plus techniques sur la question du carbone des sols qu'on a mis en avant sur le site. Et donc, l'agriculture biologique et le réseau des bio, ils se posent beaucoup de questions sur l'impact de l'agriculture bio sur le changement climatique. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a peu de références pour déterminer l'impact de la ferme France bio sur le changement climatique. On sait qu'elle a des vertus, mais on ne sait pas exactement la qualifier. Donc, le secteur, enfin, le réseau bio et la FNAB, on a construit un outil de diagnostic qui s'appelle Act FNAB, qui vise du coup à créer de la référence en fait sur ces questions-là et à aider les agriculteurs individuellement aussi à s'améliorer. Parce qu'on n'est pas en train de dire que la bio est parfaite, juste il faut s'améliorer et créer de la référence pour comprendre son impact à l'échelle individuelle, à l'échelle de petits collectifs et à l'échelle nationale. Et donc les territoires peuvent participer évidemment à cette création de références en encourageant la mise en œuvre de ce diagnostic-là pour pouvoir du coup répondre aussi à ces questions-là dans le cadre de documents de planification écologique. Je vous passe la méthodologie de travail, mais en gros, cet outil, c'est un diagnostic climat d'une ferme bio. Donc, c'est un bilan carbone, comme on peut le faire dans les entreprises ou pour les particuliers, qui va donner un certain nombre d'éléments sur la façon dont l'énergie est consommée, la façon dont les gaz à effet de serre sont émis à l'hectare et en équivalent CO2. La capacité des sols à stocker du carbone et comment est-ce que les sols stockent d'ores et déjà du carbone. Et puis, on a également ajouté à ça des critères environnementaux complémentaires sur la consommation de l'eau, pour aussi avoir des références sur comment la bio consomme de l'eau, pour aussi avoir des références sur la biodiversité et la façon de travailler les sols, par exemple, de manière à ce que cet outil qui vise l'atténuation du changement climatique puisse aussi répondre à des enjeux d'adaptation au changement climatique en donnant à voir des solutions et des réflexions sur l'adaptation au changement climatique. Parce qu'on voudrait surtout pas que les agriculteurs bio qui sont diagnostiqués, en fait, on leur dise, bon, ben voilà, vous allez optimiser vos pratiques et puis c'est tout. Et en fait, demain, vous n'êtes pas du tout adapté face aux questions du changement climatique. On essaie de viser un tout avec cet outil. Voilà, donc c'est un outil qui est multi-filière, ce qui est très important pour le réseau de l'agriculture bio parce que les agriculteurs et agricultrices bio ont souvent beaucoup d'ateliers. Il est fait par les conseillers du réseau qui sont formés par la FNAB et les agriculteurs donnent leurs données à la FNAB pour qu'elle puisse en faire des références au niveau national. Est-ce que vous pourriez couper vos micros pour ceux qui ne l'ont pas encore coupé? Ouais, Merci beaucoup. merci.
Et donc, au niveau du déploiement, aujourd'hui, le réseau de la FNAB a déployé cet outil en 2023, en mars 2023. Depuis, il y a 47 diagnostics qui ont été réalisés dans différentes régions. Vous voyez qu'il y a une région qui a fait plus de diagnostics que d'autres, parce qu'ils ont décroché du financement, tout simplement, pour pouvoir faire ces diagnostics. Et l'enjeu en 2024, c'est de faire grossir encore le nombre de diagnostics réalisés pour pouvoir avoir cette fameuse base de données nationale qui soit représentative de l'ensemble du réseau. Et donc, voilà, tout l'enjeu, c'est de réussir à créer du projet autour de cet outil-là et de questionner à la fois l'atténuation et aussi l'adaptation à travers un premier outil qui donne une dynamique et lance quelque chose là-dessus. J'en ai terminé sur les actions FNAB et sur les éléments de contexte. Du coup, je vais laisser la parole à Guillaume qui va nous présenter donc sa ferme, la façon dont il travaille, comment est-ce qu'il a été accompagné par les collectivités. Et Guillaume a également fait un diagnostic acte et ça pourrait être intéressant d'avoir son regard sur la question. Merci Guillaume, beaucoup, je te laisse. Johanna. Alors, avant de donner la parole à Guillaume, Johanna, est-ce que éventuellement tu pourras mettre le lien de l'étude INRAE dont tu parlais tout à l'heure, qui Oui, montre des choses assez intéressantes sur la bio comme étant une réponse et une agriculture bio performante? oui, tout à Et fait. puis, voilà, il y a aussi peut-être une question sur la consommation directe d'énergie, puisque tu as évoqué les consommations indirectes liées à l'épandage de les ammonitrates, la fabrication des engrais chimiques de synthèse et éventuellement les importations d'aliments du bétail. Mais voilà, peut-être si tu as le chiffre, mais je crois que oui, tu peux au moins répondre à ça le Je vais temps que... regarder les questions, oui. voilà. Merci Johanna en Merci. tout cas pour cette présentation exhaustive. Et effectivement, on accueille Guillaume Geffard, qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour incarner un petit peu tout ce qui vient de se dire et montrer comment les agriculteurs bio, déjà vertueux par leur pratique du fait du mode de production, sont voilà, toujours en permanence dans une stratégie d'amélioration des pratiques face aux enjeux nouveaux qui émergent et notamment sur ces enjeux climatiques. Merci beaucoup Guillaume, je vous laisse la parole tout de suite. Et je coupe mon micro comme tout le monde. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc je suis donc Guillaume Geffard, maraîcher bio à Saint-Pierre-des-Corps, donc une ville qui fait partie de la métropole de Tours. On est donc dans une ferme urbaine, en plein milieu urbain, sur 3 hectares. 3 hectares qui appartiennent donc à la métropole de Tours, qu'on a en bail, en location à la métropole. Euh, sur ces 3 hectares, on cultive 1,5 hectare de légumes. Les chiffres datent de 2022, 21, 22, sur la fiche que vous voyez là, mais ça donne déjà quelques infos. 1,5 hectare de légumes, dont 1600 mètres carrés de serre, avec également 300 mètres carrés de pépinière. Sur cet hectare et demi cultivé en légumes, on est aujourd'hui 5 permanents, voilà, donc 4,5, ça représente 4,5 temps plein sur l'année, avec un saisonnier sur 2 mois l'été. Euh, on, voilà, notre schéma de commercialisation, c'est principalement de la vente directe pour les 2 tiers de la production. Donc vente sur place, vente à une AMAP. On vend également en circuit court dans la zone, enfin, dans la ville de Tours, beaucoup, à des restaurants, un peu de magasins. Sur la ferme, on a décidé d'être très diversifié du fait de ce choix de vente directe. Donc, on fait plus de 60 espèces de légumes, 20 espèces d'aromatiques, de fleurs, de pommes. On a également implanté en 2019, ça c'était notre année d'installation. Donc, c'est vrai que ça fait à peine 4 ans. 3000 mètres carrés de fruitiers qui vont commencer à donner. Donc cette installation en 2019 a été aidée dans le projet alimentaire territorial de la métropole de Tours, donc ce qu'ils appellent le PAT. L'idée, c'était donc que la métropole finance une partie d'une installation un peu viabilisée. Donc là, on partait d'un terrain à nu et donc d'avoir une voie d'accès, d'avoir l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'eau potable, à l'électricité, et d'avoir 2 petits locaux, dont un qui nous sert aujourd'hui de local de vente, et également une chambre froide. Donc ça permettait d'avoir déjà des infrastructures pour démarrer l'activité, sachant que nous, de notre côté, on a financé toute la partie production, les serres, le matériel, l'irrigation. Euh,
voilà, donc ça a été un sacré coup de pouce hein, dans le cadre du PAD. C'est vrai que là, la métropole de Tours, devait être le 12e, la 10 ou 12e installation, comme ça, dans cette métropole. Donc, voilà, il y a eu une belle dynamique là depuis quelques années. Euh, voilà, nous, on travaille principalement avec du petit matériel mécanisé. On fait beaucoup de travail manuel. Voilà, on fait appel à un agriculteur de temps en temps pour faire des grosses interventions sur le sol, mais ça reprend 3 demi-journées par an. Donc, nous, on a fait le choix de faire voilà, un travail très superficiel du sol, d'intensifier l'usage du sol pour cultiver et de laisser donc, la place également à de la prairie, à l'implantation de haies, à l'implantation de différentes zones comme ça pour accueillir à la fois la biodiversité et pour réimplanter voilà, des différentes choses dans le paysage, à la fois pour le côté agréable de travail, mais voilà, on recherchait à avoir une diversité d'aménagements. Euh, bon, parce qu'il faut savoir qu'en agriculture bio, on est plutôt dans la prévention. Les outils qui nous permettraient de répondre à quelque chose, à une attaque, quelle qu'elle soit, fongique, enfin maladie, champignons, insectes, c'est assez compliqué. Et donc, il vaut largement mieux être dans la prévention. Donc, l'idée, c'est quand on s'installe, de créer un écosystème qui soit le plus diversifié possible. Donc, de fait, on installe différents espaces pour accueillir cette biodiversité à terme. Aujourd'hui, après 4 ans, on commence à en voir les effets, quoi. La pratique qu'on a chez nous, donc, c'est ce qu'on appelle du maraîchage bio-intensif. Donc, on cultive sur des petites surfaces avec euh, avec des écartements très faibles et donc on intensifie l'usage du sol. Ce qui fait qu'on a une grosse densité de légumes au mètre carré, quoi. Et ce qui représente effectivement, enfin, vous ne connaissez peut-être pas les chiffres, mais avoir l'équivalent de 4,5 temps plein sur 1,5 hectare de légumes, c'est très, voilà, ça fait peu de surface par personne, mais du coup, ça permet voilà, d'avoir le moins, enfin, peu de surface pour faire vivre une personne, et ça, c'est assez remarquable. Euh, donc, voilà, on est parti de là. Euh, L'année dernière, non, il y a 2 ans, le réseau Biocentre avait proposé de participer à réaliser ce diagnostic de gaz à effet de serre, là, de diagnostic ACT. En fait, pour commencer à le mettre en route et voir un peu les difficultés qu'il y avait autour de ce diagnostic et les gérer pour en faire un diagnostic après qui soit bien établi. Nous, ça répondait à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on est toujours en recherche d'avoir le moins d'impact possible. Ça, c'est hyper important pour nous. On sait qu'on est en bio, qu'on fait déjà les choses, enfin, on fait voilà, de manière à être le plus propre, mais voilà, on sait aussi qu'on a des choses à changer, à améliorer. En bio, on a toujours un peu cet esprit-là. Et je parle de notre ferme, mais il faut savoir que voilà, dans le réseau des collègues, on est tous avec cet état d'esprit-là. Et ça, c'est hyper important à savoir. Voilà, quand on a affaire à un maraîcher bio et qu'on lui enlève, enfin, voilà, il est toujours bien conscient, maraîcher bio ou agriculteur bio, pardon, on est toujours bien conscient qu'on a des choses à changer et ça, vraiment, enfin, voilà, c'est une autre façon de penser l'agriculture. Donc, on a réalisé ce diagnostic. Donc, c'était une opportunité et ça nous permettait après de dire, bah, tiens, on va pouvoir lancer sur une réflexion de réduction de cet impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Au départ, voilà, on réfléchissait, on avait des différentes idées, mais on ne savait pas quel était l'impact réel. Et là, aujourd'hui, avec ce diagnostic, ça nous permet d'avoir une vue et savoir sur quoi agir réellement, qu'est-ce qui a le plus d'impact et qu'est-ce qui permet aussi derrière pour nous de stocker du carbone. Il y a ces deux aspects-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour en émettre moins et qu'est-ce qu'on fait pour en stocker le plus?
Et donc, dans ce cadre-là, eh ben, c'était réduire ses déchets. On partait sur plusieurs choses un peu mélangées. Et aujourd'hui, on a un peu des vraies pistes de réflexion pour petit à petit partir sur ce qui a le plus d'impact et y aller pas à pas, quoi. Sachant que sur la piste captation de carbone, on l'avait déjà bien travaillé le sujet en mettant en place une haie bocagère. Cette haie-là, on a eu de la chance d'avoir eu un collectif en Touraine qui s'appelait Aux arbres, etc., qui était porté par deux associations locales, la CEPANT et l'ADR 37. Et que cette haie a été financée à 80% par des aides de la région. Donc ça a été un vrai coup de pouce parce qu'on dans les collègues, c'est pareil, on a tous envie d'aller vers ça, mais s'il n'y a pas les financements, c'est vraiment très compliqué, quoi. À la fois financement et d'ailleurs aide à la plantation. Donc là, ce collectif-là a permis de réunir un certain nombre de bénévoles pour faire ça, quoi. Donc voilà, dans le cas du diagnostic, on a pu repérer que tout ce qui avait été mis en place a un impact vraiment fort, quoi, vraiment important. On le voit là sur cette diapo où on voit que le stock carbone de l'exploitation, quand même, on a sur 8 tonnes de CO2 par an, ce qui est d'équivalent CO2, donc ça répond à quelque chose de fort, quoi. Et voilà, ça nous a permis de nous dire qu'on allait aussi dans le bon sens, quoi. On a mis en place pas mal de cultures intermédiaires d'engrais verts. Ça aussi, ce sont des choses qui ont un impact très important. Euh, voilà. Et bon, après, c'est vrai que ce diagnostic-là, une fois qu'il a été établi, une fois qu'on a vu les résultats, j'étais finalement aussi un peu frustré et déçu. C'est que on prend en bio, on a un peu tendance à réfléchir à un ensemble, à un global. Et c'est vrai que là, on n'avait que l'impact de notre activité sur l'air, quoi, sur la ressource qu'on appelle ressource air. Et sachant que nous, quand on réfléchit à cet ensemble, on réfléchit à la ressource eau, à la ressource du sol, à la ressource biodiversité. Et ça, ces quatre aspects-là, ils sont hyper importants pour nous, quoi. Et donc, voilà, dans cette ressource, certes, on émet, donc même dans cette ressource air, on émet du carbone, mais là, finalement, l'agriculture bio n'émet pas de produits chimiques ou n'émet pas dans l'eau, n'émet pas dans le sol de produits chimiques. Enfin voilà, nous, ça nous tient à cœur et c'est hyper important d'appuyer sur cet aspect-là, c'est on est hyper limité en produits, même quand on est, et de toute façon, même dans cette limite de produits, on est toujours très déçu quand on y a recours. Vraiment, il faut le savoir. Donc, on met tout en place pour essayer voilà, d'en utiliser le moins possible. Vous avez en tête, je ne sais pas moi, le cuivre pour lutter contre le mildiou. Il y a quelques produits d'origine naturelle pour lutter contre quelques insectes. Et puis voilà, après, c'est terminé, on n'a plus rien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est hyper important pour nous de souligner que voilà qu'on est toujours à la recherche de préserver toutes ces ressources-là. Ou au moins si on d'avoir le moins d'impact possible, quoi. Donc voilà, donc nous on a eu la chance d'avoir été installé dans le cadre du projet alimentaire territorial, d'avoir eu ces investissements qui ont été faits par la métropole de Tours, du coup d'avoir investi vraiment dans l'outil de production et pas d'avoir dû investir dans d'autres choses. Ça nous a permis de démarrer très vite, de pouvoir nous faire un revenu rapidement et donc de mettre en route cette ferme, quoi, finalement assez facile, enfin, relativement facilement, quoi. Donc ça c'est un aspect très important du sujet. L'autre aspect, euh, c'est qu'on a été aidé de même par la région. On a eu des subventions de la région dans le cadre d'un CRST, contrat régional de solidarité territoriale, pareil, qui a permis de financer une partie de nos investissements. Et ça nous a permis aussi voilà, de mettre, on va dire, l'argent au bon endroit et d'en mettre suffisamment pour démarrer sereinement. Voilà. Donc, Super. Enfin, si tu veux se terminer, je ne veux pas te couper la parole, Guillaume.
Non, 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 non. Donc voilà, après, si, s'il y a des points sur Ouais. lesquels il faudrait revenir, ou voilà, je suis là. Et c'est parfait, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, je vous propose, alors comment on peut faire? Vous pouvez lever la main, on peut prendre quelques questions à l'oral, ouais, pendant 10 minutes peut-être. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en profitant de la présence de notre agriculteur qui a voilà, testé ce diagnostic ACT-FNAB et qui répondra à vos questions si vous en avez, ou Johanna également, peut-être sur d'autres aspects. Alors, Il y a cornette. Madame Cornette ou Monsieur Cornette, je ne sais pas comment. C'est Isabelle, c'est madame. Pardon, Bonjour, il n'y a pas de souci. on vous écoute. Oui, alors, ben, moi, je vais intervenir pas, en tant qu'élue d'une collectivité de Moselle. Je trouve que ce projet qui est porté au travers d'un projet alimentaire de territoire mené par une collectivité est une démarche très pertinente. Et ma question ira directement sur l'acquisition foncière. Comment la collectivité, je crois que c'était la communauté d'Aglo de Tours, s'y est prise pour réaliser ces acquisitions foncières. Donc vous êtes installé sur 3 hectares, si je crois que j'ai bien compris. Euh, voilà, est-ce que ça a été un travail élaboré directement avec les exploitants agricoles du territoire ou est-ce que c'est passé par la SAFER? Et puis, est-ce que chez vous, il y a une pression foncière qui est aussi importante que chez nous? Euh, alors, je vais parler de mon cas et de quatre collègues avec qui je suis très en lien, qui ont aussi bénéficié de ces installations dans le cadre du PAT. Pour nous, ça a été, on va dire, bah, relativement facile parce que les terrains, les 3 hectares, appartenaient déjà à la commune de Saint-Pierre-des-Corps qui les a donc cédés à Tours Métropole. Donc ça, c'était voilà, relativement facile. Autre exemple pour d'autres collègues qui ont été plutôt dans le sens de l'achat de terrain donc, par le biais d'agriculteurs, là, à qui appartenaient les terrains des agriculteurs, ben là, ça s'est fait bah, avec des négociations, c'est souvent Mhm. un petit peu plus long avec souvent une négociation au démarrage qui est qui a été un peu rude parce que on a affaire à une collectivité, donc des prix qui montent un peu. Voilà, donc après, il y a toute une négo à faire. Ça passe forcément devant la SAFER, puisque toute vente de terrain, voilà. Mais il y a jamais eu de cas où la SAFER a appréhendé. Ça a été plutôt facile dans ce cas-là. Mais souvent, c'est vrai que ça a fait dans des régions périurbaines, là, la métropole de Tours. Les terrains qui ont pu être achetés directement des agriculteurs ont eu un certain coût. Voilà. De fait, les agriculteurs avaient un peu monté les prix. On était plutôt autour de, je ne sais pas si vous avez un peu idée des tarifs, mais on était plutôt autour de 2 euros le mètre carré au lieu de 0,5 quoi, ou 1, disons 1. Ouais. Voilà. Donc il y a eu un effet un peu d'aubaine pour les agriculteurs qui ont un peu monté. Ok. Voilà, ça a été ça, mais sinon ça s'est plutôt bien fait une fois que c'est parti, ça s'est plutôt bien fait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question parmi les participants? N'hésitez pas. On a encore 5 minutes. Minutes. Alors, moi, je vois une question dans le chat sur les avantages que les agriculteurs auraient à faire le diagnostic ACT-FNAB. Mhm. Alors, on va parler plus largement, mais le diagnostic ACT-FNAB, il a l'avantage d'être multifilière.
Donc, c'est un énorme avantage par rapport à tous les autres diagnostics qui existent sur le marché, qui sont plutôt sur une seule filière. Ils traitent du maraîchage, alors qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices bio en maraîchage qui ne peuvent pas faire de diag actuellement. Il va être amélioré, là, il y a une V2 qui sort normalement dans le mois qui vient, où on renforce justement le bloc maraîchage pour pouvoir donner des réponses encore plus fiables aux agriculteurs maraîchers. Il est gratuit, donc en fait, la FNAB le met à disposition de son réseau gratuitement sous condition de formation des conseillers et des conseillères. Il est ouvert à la bio, mais aussi au conventionnel. Donc on a intégré dedans des données qui parlent de produits phytosanitaires pour que les conventionnels puissent aussi travailler sur cet outil-là, ce qui fait qu'on pourra comparer des bio et des conventionnels dans un même diagnostic. Euh, et puis, du coup, il répond à un certain nombre d'enjeux pour l'agriculture bio, sur les pratiques bio, sur les cultures qui sont pas forcément tout le temps mises en œuvre et qui biaisent du coup les autres diagnostics. On a rajouté un certain nombre de cultures, un certain nombre de pratiques par exemple, je sais pas, l'achat à un voisin. On a intégré dans le périmètre traité par le diagnostic pour que l'agriculteur ait vraiment une vision globale de comment sa ferme fonctionne et est-ce que c'est vraiment avantageux d'aller chercher chez le voisin plutôt que d'acheter ou de produire soi-même. On travaille sur les semences, sur les plants, on travaille sur beaucoup, beaucoup d'aspects des fermes et c'est un diagnostic qui est complet à l'échelle de la ferme et qui n'est pas uniquement sur un atelier. Donc, il ne va pas viser l'optimisation d'un atelier, il va viser l'optimisation de l'ensemble de la ferme, ce qui permet de travailler aussi sur la question de l'adaptation. Alors, ça reste un diagnostic, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire de fausses promesses en vous disant qu'en faisant le diagnostic, vous allez avoir toutes vos réponses. L'idée, c'est d'avoir un bilan et à partir de ce bilan, d'être accompagné par des conseillers et des conseillères sur qu'est-ce que fait, comment faire. Donc, on peut, à partir de diagnostics, simuler des changements d'itinéraire technique, des changements de pratique et voir si ça impacte beaucoup ou pas le diagnostic et du coup déterminer quel levier d'action on veut mettre en place. Et là, en 2024, on est en train de formaliser une aide pour faire en sorte que les conseillers et les conseillères soient de plus en plus accompagnés pour poser les bonnes questions aux agriculteurs et agricultrices sur la question du plan d'action et puis faire en sorte que ça soit plus facile de mettre en œuvre des leviers d'action pour les agriculteurs et agricultrices. Et il y Alors, a on a une une question autre. Ouais. de... Je ne sais pas exactement. Hélène Aubin, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je travaille à Nantes Métropole, je suis chargée de mission agriculture. Et justement, sur ce que vous disiez à l'instant m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire au-delà du diagnostic, est-ce que dans vous êtes allé, vous avez déjà suffisamment de recul pour voir si des collectivités s'emparent des diagnostics réalisés et peuvent proposer des dispositifs et des leviers pour accompagner sur l'amélioration de ces systèmes? Alors en bio, sans doute avec moins de choses à faire que dans d'autres systèmes plus conventionnels. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà constaté dans les territoires des dispositifs qui pouvaient venir répondre à des problématiques soulevées par les agriculteurs qui sont engagés dans ce diag? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, étant donné que moi, je suis au niveau national et que j'ai pas fait de recensement spécifique sur la question. En revanche, dans la salle Zoom, il y a des chargés de mission qui travaillent avec les territoires qui pourront peut-être répondre aussi dans le chat. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des régions qui sont intéressées par le diagnostic et qui veulent peut-être rendre ce diagnostic éligible dans le cadre d'une MAEC de transition carbone. En fait, c'est aux régions de choisir quel diagnostic elles veulent mettre en avant dans le cadre de cette MAEC pour faire en sorte d'avoir des diags et des plans d'action qui sont déclinés derrière. Aujourd'hui, la seule région à rendre éligible Acte FNAB, c'est la région PACA. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont intéressés, mais j'ai pas de retour spécifique. En revanche, je note la question et j'essaierai de faire un retour en essayant d'aller regarder un peu dans le réseau ce qui peut se dire dans les collectivités et quels dispositifs peuvent être intéressants pour mettre en place ce diag et favoriser des leviers d'action cohérents, quoi. Je la note. Oui, je pense que c'est une bonne question et c'est justement aussi ce qui a un peu motivé le webinaire, c'est-à-dire que voilà, c'est essayer de connecter un petit peu les actions du réseau de la FNAB en direction de ces agriculteurs pour les aider à améliorer leurs pratiques sur le plan du changement climatique et de voir comment on peut connecter ça avec des velléités de collectivités locales qui, on le sait, et ce sera l'objet de la deuxième partie du webinaire, peuvent contribuer au travers de très nombreux dispositifs voilà, au développement de la bio et à l'amélioration aussi des pratiques des agriculteurs bio
et d'action autour du climat. Donc c'est très intéressant et effectivement on note cette question et je pense que dans le temps final où on fera un peu un recensement de vos besoins, il ne faudra pas hésiter justement à nous dire vos idées et vos envies par rapport à ça. Et voilà, donc ce diagnostic, il est en démarrage, comme vous l'avez vu, mais pour nous, c'est très intéressant de se dire, voilà, comment on peut le proposer, quel type de dispositif on peut mettre en place pour une diffusion sur des territoires qui travaillent sur des dispositifs autour du climat. Alors, il y a une question de Charlotte de Soir, Le Havre Seine Métropole. Merci, bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Euh, Si on part du constat, comme ça a été expliqué au début du webinaire, que l'agriculture biologique est une des seules solutions pour éviter trop fortement les changements climatiques, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de l'outil. L'outil, c'est de montrer que le bien, enfin, l'agriculture bio, qui est censée être déjà très bien, et est encore, enfin, je vois pas vraiment l'intérêt. Je suis désolée, ma question est peut-être pas très claire. Non, je comprends Mais bien. autant je comprends qu'on ait besoin de prouver que une exploitation qui est conventionnelle et qui fait beaucoup d'efforts autour de la conservation des sols, etc., je comprends qu'elle ait besoin de prouver quelque chose, mais je vois pas pourquoi une exploitation en agriculture biologique aurait besoin de le prouver. Et si c'est le cas, en fait, comment ensuite valoriser le diagnostic et qu'est-ce qu'on en fait de ce diagnostic? Parce que nous, déjà, on se bat pour expliquer que l'agriculture biologique, c'est quand même déjà super. Donc voilà. Alors, oui, très bonne question. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on a l'intuition que l'agriculture biologique est moins dépendante sur l'énergie. Enfin, en fait, comment dire? Au global, et effectivement, tout ce que j'ai dit est vrai, c'est-à-dire que l'agriculture biologique semble plus intéressante pour résoudre les problèmes de changement climatique, à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation. Et puis, mais il y a quand même la réalité du terrain qui est que les agriculteurs bio, comme tous les agriculteurs en France, doivent s'améliorer sur ces questions-là et donc doivent améliorer leur bilan carbone en propre. Donc, enfin, avant qu'on crée ce diagnostic, ils faisaient déjà des diagnostics climat pour essayer d'améliorer leur empreinte carbone, de travailler sur ces questions-là comme l'a dit Guillaume, d'essayer de toujours aller plus loin sur ça et donc avoir un bilan carbone qui est adapté à l'agriculture biologique, ça leur sert de point de départ pour ensuite engendrer des changements. Donc il faut enfin, effectivement, l'agriculture biologique fait déjà beaucoup de choses, mais elle peut aussi s'améliorer. Donc nous, on veut continuer on est dans une démarche d'amélioration continue en fait. Donc on a besoin de ça et on a besoin aussi de références sur le changement climatique et l'impact de la ferme bio sur le climat. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un marché du carbone qui se développe. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi là-dessus. Je pense pas du tout que ce soit le sujet du webinaire, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des diagnostics, ils sont biaisés, ils prennent pas bien en compte l'agriculture biologique. Donc, les agriculteurs bio de notre réseau ont demandé à ce que on puisse aussi avoir des références plus factuelles, plus importantes et qu'on puisse, du coup, encore plus prouver que la bio a un impact euh, tel qu'il est, enfin, on va dire, enfin, réussir à comprendre quel est l'impact et aussi réussir à comprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Après, qu'est-ce qu'on en fait du le diagnostic, de toute façon, c'est un diagnostic, hein, je veux dire, je suis pas sûre de pouvoir répondre très clairement à cette question. C'est juste, l'idée, c'est d'avoir un bilan et en fait, tout le monde fait des diags tout le temps sur plein de choses. Qu'est-ce qu'on en fait? Après, on planifie, on essaie de s'améliorer et on avance, quoi. Et non, il n'est pas labellisé dans le label bas carbone. Si, si je peux compléter la Ouais. réponse, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Johanna, c'est-à-dire que si on n'a pas de diagnostic adapté à l'agriculture bio, de fait, parce qu'on utiliser de l'engrais azoté d'origine de synthèse, c'est facile à calculer. Voilà, on a la quantité de carbone émis quand il faut extraire l'azote de l'air parce qu'il faut utiliser en utilisant du pétrole, voilà. Mais quand l'unité d'azote que nous on utilise issue de la matière organique, elle n'était pas bien prise en compte jusque-là. Et donc, en fonction des matières organiques, ça va être très différent aussi, quoi. Si c'est issu de l'élevage, si c'est issu euh, de végétaux, compost de déchets verts. Ça peut être, nous, on utilise sur la ferme des engrais à base de luzerne, donc c'est directement issu de végétaux. Quel est l'impact de cette luzerne par rapport à une déjection animale et par rapport encore plus donc à ces engrais de synthèse. Jusque-là, il n'y avait pas forcément ces outils-là. Autre chose, c'est que
on ne sait pas non plus si malgré le fait que on peut inconsciemment se dire oui, l'agriculture bio est adaptée au changement climatique, enfin adaptée à tous ces changements, répond aux enjeux, mais est-ce qu'il répond suffisamment aux enjeux? Et c'est là en fait aussi où il faut savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'une agriculture bio-industrielle répond aux enjeux? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut changer à cette agriculture bio-industrielle pour que ça réponde aux enjeux? Est-ce que finalement la seule agriculture bio qui réponde aux enjeux, c'est l'agriculture bio, je vais donner un mot un peu paysanne, c'est-à-dire sur petite surface, avec des circuits de proximité, etc. L'enjeu, c'est aussi de savoir ça, c'est de savoir jusqu'où il faudrait aller pour répondre à tout ça. Et après, y aller pas à pas, bien entendu, puisque voilà, mais y aller quand même, quoi. Et donc voilà, savoir d'où on part et jusqu'où il faudrait aller pour véritablement répondre à ces enjeux et dans quelle échéance, quoi. Et donc ça permet, avec ces diagnostics-là, de dire, bon, bah voilà, on a une palette d'agriculture bio, parce que chaque agriculteur bio est différent, même dans chaque filière. Et donc, dans cette palette-là, on voit qu'il y a une diversité de possibilités, mais malgré tout, que les impacts sont très différents. Et donc, Merci. dans ces impacts-là, dire, bon, ben voilà, vers où il faudrait tendre, quoi. Merci beaucoup, Guillaume, pour les précisions. Merci à Johanna également pour les précisions. Hein, on voit bien que c'est une logique d'amélioration, qu'il y a tout un contexte autour avec le label bas carbone, etc. Mais effectivement, si ça vous intéresse, vous nous le mentionnerez et on pourrait tout à fait imaginer quelque chose autour de ça. Voilà, mais en tout cas, on comprend bien que l'outil permet d'affiner un petit peu la compréhension qu'on a de sa ferme et de son impact sur les enjeux climat. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la suite. Johanna, je veux bien que tu m'aides pour les diapos. Donc l'idée là maintenant, c'est justement de voir comment les collectivités locales finalement ont un rôle à jouer sur l'ensemble de ces questions. Je fais une courte introduction avant de céder la parole ensuite à notre intervenant hein, qui est élu et qui pourra de la même façon que Guillaume éclairer ce qui peut se passer au niveau d'une collectivité locale. Alors un rappel, mais vraiment, je pense que c'est devenu une évidence pour tout le monde de savoir qu'aujourd'hui les collectivités sont au cœur hein, de la transition agricole et alimentaire et qu'elles se saisissent de plus en plus des questions, de ces questions-là. Alors, vous dire quand même que pour le réseau de la FNAB, hein, pour les acteurs de la bio en général, vous êtes, en tout cas les collectivités qui sont là, et les collectivités de manière générale sont véritablement des partenaires très précieux pour faire progresser les systèmes agricoles et alimentaires vers plus de durabilité, plus de bio, notamment parce que ces collectivités se font aujourd'hui la voix de la société civile et sont garantes de l'intérêt général. Et je crois que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. On sait que les évolutions agricoles ont été principalement drivées par des enjeux économiques hein, jusqu'ici, avec une mainmise un peu du monde agricole et agroalimentaire sur l'avenir de notre agriculture et sur l'avenir du système. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a enfin, que les citoyens finalement ont d'autres attentes et qu'on attend à l'agriculture de répondre pas seulement à l'enjeu de production de denrées alimentaires, mais aussi à des enjeux de préservation de nos biens communs. Quand je parle des biens communs, je parle de l'eau, je parle de la biodiversité, je parle des arbres, je parle du sol, de l'air. Et tout ça, finalement, on a besoin de maintenir ces compartiments-là en bon état. Et pour cela, les collectivités, avec les mandats électifs dont disposent leurs élus, sont tout à fait légitimes pour intervenir. Et c'est peut-être ce qui se joue en ce moment et qui peut aussi créer des tensions parfois avec des conflits d'usage, etc. Mais en tout cas, les collectivités sont vraiment au cœur du réacteur par rapport à tous ces enjeux qui nous animent actuellement. Et l'actualité nous prouve à quel point c'est prégnant en ce moment. L'autre intérêt d'une action au niveau des collectivités locales, c'est qu'on voit assez vite qu'il peut y avoir un effet structurant de par finalement l'échelle géographique, l'échelle territoriale auquel on s'intéresse. Là, on n'est plus à l'échelle d'une parcelle, mais ce qu'entreprennent les collectivités peuvent toucher potentiellement voilà, plusieurs exploitations agricoles, des terrains potentiellement vastes. Et c'est ça qui est intéressant, notamment quand il peut y avoir de la coopération interterritoriale. Et donc, on peut se dire que les collectivités ont un rôle fort à jouer pour organiser le changement d'échelle tant attendu en matière de transition agricole et alimentaire. Donc je pense que on voit bien l'articulation qu'il peut y avoir entre les actions de la FNAB au niveau des parcelles, le travail avec les agriculteurs, et ensuite comment une collectivité peut porter ces enjeux à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste et donc d'engager véritablement des changements en profondeur. Diapo suivante. Donc là, c'est une diapo un petit peu touffue, mais volontairement touffue pour dire pour rappeler que les collectivités
sont compétentes sur véritablement tout un tas d'aspects, de la fourche à la fourchette, qu'elles peuvent intervenir dans les projets en tant que facilitateurs, en mettant les gens autour d'une table, en étant force de proposition pour investiguer un champ thématique. Elles peuvent être partenaires, comme on l'a vu dans l'exemple avec Guillaume Geffard, partenaire d'une installation d'un agriculteur. Elles peuvent être donneurs d'ordre, par exemple dans la commande publique au niveau de la restauration collective. C'est elle qui va décider de revoir ses cahiers des charges pour introduire 20% de bio et plus, par exemple, dans la commande publique. Et puis, bien sûr, financeur. On a eu un exemple très clair là tout à l'heure avec Guillaume. Et de manière générale, on sait que les collectivités financent largement les PAT et autres dispositifs. Donc, juste pour vous dire les petites bulles, c'est qu'en fait, elles peuvent agir sur les questions de maîtrise du foncier agricole, hein, qui est la base. Si on perd des surfaces agricoles, on perd bah voilà, des terres, on perd potentiellement l'opportunité d'installer des porteurs de projets en bio, et on sait qu'ils sont nombreux, hein. Je crois que c'est un quart ou un tiers des porteurs de projets aujourd'hui en installation qui sont partis sur des projets bio. Donc, il faut pouvoir leur donner une place. Donc voilà, rôle sur la stratégie foncière de maintien du foncier agricole, sur l'installation des producteurs, sur la pérennité des structures avec des aides, on verra. Aujourd'hui, les collectivités interagissent aussi le champ des filières. C'est pas tout de changer les pratiques chez les agriculteurs, mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait bien un marché pour ces productions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de collectivités qui renforcent des filières, mettent en place des filières nouvelles, mieux adaptées au changement climatique, notamment. Donc la Restauco, on l'a vu, il y a aussi un rôle des collectivités sur la question de l'accessibilité, de l'aide alimentaire. Et puis sur la droite, on retrouve des actions justement sur la biodiversité, sur la gestion quanti et quali de l'eau. Je pense notamment à toutes les actions qui sont mises en place par les collectivités, les syndicats d'eau autour des captages prioritaires d'eau potable. Il y a un sujet qui monte aussi, c'est la gestion des biodéchets. Et on l'a vu, il y a un enjeu fort aussi au niveau de la matière organique, hein, qui est au cœur des systèmes bio. Et on sait que cette matière organique, elle commence à être déficitaire. Donc il y a un enjeu aussi de pouvoir trouver des passerelles entre agriculteurs et collectivités bah, notamment sur les biodéchets. Donc je vous parlerai tout à l'heure d'un projet qui a lieu au niveau de la FNAB. Et puis la collectivité, elle peut avoir son rôle à jouer sur des actions de sensibilisation, de communication. Donc diapo suivante. Ouais, merci Johanna. Alors, pour vous dire en fait que sur tous ces piliers du système agricole et agroalimentaire, on a vu que le climat, on a vu que dans la question climatique, tout était interconnecté, hein, on l'a vu, la question de l'eau est fondamentale, préserver l'eau en quantité et en qualité, préserver des sols fertiles, préserver les infrastructures agroécologiques qui hébergent la biodiversité. L'alimentation, on a vu que ça avait un rôle aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, quelle était l'alimentation responsable de 25% des gestes. Donc en fait, je mets cette diapo pour vous dire que parfois la question climatique peut paraître un petit peu trop énorme pour une collectivité locale et aussi pour les agents de développement dans les structures du réseau de la FNAB et partenaires, mais qu'en fait, on voit bien qu'en intervenant sur ces différentes dimensions, on a véritablement un rôle à jouer et des impacts forts qui peuvent être enregistrés. Et donc, il ne faut pas avoir peur, finalement, de traiter la question climatique en commençant par l'un ou l'autre de ces bouts, si on ne peut pas intervenir sur tout. L'important, c'est d'avoir la vue système, mais en tout cas, il y a énormément d'endroits, finalement, où on peut avoir des actions qui sont en faveur de la climat. Donc, c'était une diapo pour vous dire que, par exemple, sur le foncier, on a plein de collectivités qui travaillent sur la mise en place de zones agricoles protégées, les ZAP, qui vont venir adosser des cahiers des charges environnementaux sur leur foncier où elles vont installer des agriculteurs pour dire sur ces surfaces-là, on sanctuarise des bonnes pratiques au travers d'un cahier des charges adapté. Sur l'installation et sur la pérennité des fermes, on voit bien que les collectivités ont un rôle à jouer sur la mise en place des MAEC. Certaines sont en train de s'engager vers des paiements pour services environnementaux, d'autres, au travers du cadre des minimi, exonèrent de taxes foncières sur la taxe sur le foncier non bâti les agriculteurs bio. Ça peut être des actions pour pérenniser aussi les structures. Vous savez que les bio ont perdu l'aide au maintien, donc il y a un enjeu très fort et une demande très forte aussi des collectivités de pouvoir intervenir sur ces dimensions-là. Sur la Restauco, vous connaissez parfaitement les lois Egalim, les lois climat et résilience qui vous donnent des directives, des directions à suivre sur les repas végétariens, sur le bio dans ces repas, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et là aussi, un impact fort qui peut avoir lieu. Sur la biodiversité, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a les atlas de la biodiversité, il y a l'implantation des infrastructures agroécologiques et notamment les haies. Promouvoir le bio, c'est déjà une façon de promouvoir la biodiversité dans ces territoires.
Sur la gestion quanti, on a de plus en plus de collectivités qui se lancent dans des dispositifs zéro phyto ou bio autour des captages d'eau potable. On a les projets territoriaux de gestion de l'eau aussi qui se mettent en place avec des gouvernances qui permettent de mieux intégrer les différents usagers de l'eau. Sur les biodéchets, oui, nous, on a un projet qui s'appelle Mona. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le site Territoire Bio de la FNAB, où on a fait récemment un article qui présente cette action qui vise à créer des passerelles entre collectivités et agriculteurs bio sur cette question des biodéchets, de façon à promouvoir, dans le cadre d'une économie circulaire, de faire en sorte que tous ces biodéchets qui sont générés par les collectivités puissent trouver une fin de vie sur nos parcelles en bio qui ont cruellement besoin voilà, de matière organique. Donc ça, c'est un projet qui se lance et pour lequel vous trouverez toutes les infos sur notre site. Et puis voilà, sur la sensibilisation de la communication, eh bien, les collectivités peuvent aussi relayer les campagnes nationales comme Bioréflexe, qui ont cours en ce moment. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'emparer des outils qui existent pour adapter, personnaliser ces outils de campagne nationale en faveur de la bio. Donc j'allais dire, voilà, le champ des possibles est très très vaste. Il y a beaucoup de choses à faire quand on est une collectivité locale et quand on a des élus qui sont motivés. Alors, diapo suivante. Pour dire que tout ça, c'est super, que voilà, on a des outils, beaucoup de collectivités s'en emparent, mais voilà, il reste quand même tout un tas de défis à relever pour que ça puisse se mettre en place concrètement dans les collectivités et en lien avec les partenaires des territoires. Donc, on voit bien que l'enjeu, c'est véritablement de développer une approche globale et de décloisonner les services pour plus d'efficacité, car tout est lié. Donc, on a vu, le climat, ça touche à l'eau, ça touche à la biodive, ça touche au sol, ça touche voilà, à plein de choses et parfois aux filières aussi, la valorisation de tous ces produits-là. Donc la question, c'est de se dire comment je travaille mieux interservice, comment éventuellement je mets en place une équipe projet avec des chargés de mission qui soient issus du DEVECO, de l'agriculture, de l'alimentation, du service social par exemple, pour mettre en musique une politique cohérente sur ces aspects-là. Il y a aussi un enjeu très fort qui est de réussir à co-construire une vision commune à l'échelle du territoire et on sait qu'il peut y avoir des intérêts divergents, des rapports de force. Donc comment on réussit à dépasser ces rapports de force. Et là, c'est vrai que le portage politique a un rôle décisif et que la question des arbitrages aussi est fondamentale. Et qu'on voit bien que ces arbitrages, c'est important qu'elles tiennent compte de toutes les légitimités en jeu, c'est-à-dire les citoyens, les consommateurs ont leur mot à dire, les assos environnementalistes ont leur mot à dire, les agribio ont leur mot à dire. Et voilà, il faut s'assurer que quand on prend des arbitrages, on est bien en cohérence avec l'ensemble des voix qui ont leur mot à dire sur notre territoire. Donc ça suppose de mettre en place des instances de gouvernance adaptées où il n'y a pas de surreprésentation finalement d'un acteur plus qu'un autre qui finalement a son mot à dire, mais peut-être pas tous, enfin pas, enfin, je veux dire qui n'est pas le seul à devoir s'exprimer. Donc là, il y a un enjeu véritablement à revisiter la composition des instances de gouvernance pour mieux intégrer la société civile, l'agriculture bio, qui n'est pas toujours représentée dans ces instances où se prennent les décisions par rapport à ces questions de territoire. Diapo suivante. Voilà, donc là, il y a un enjeu fort. On a vu d'articuler aussi tous les dispositifs qu'on a vu rapidement sur la diapo précédente pour aussi mieux les mettre en cohérence avec aussi différents niveaux d'échelle d'intervention. Le nerf de la guerre, c'est les moyens humains et financiers qu'on dédie à ces stratégies. Donc, vous voyez, on peut avoir des feuilles de route, on peut avoir mis en place des programmes d'action, mais a-t-on en face les ressources humaines et financières à la hauteur finalement de ce qu'on inscrit dans les programmes d'action? Donc ça, c'est véritablement un enjeu. Bon, je sais que la question des moyens au sein des collectivités, voilà, c'est très sensible. On sait qu'il y a des limitations budgétaires, des coûts budgétaires. Donc voilà, il y a des arbitrages à faire par rapport aux moyens qu'on a dans les collectivités et finalement comment on les dédie et qu'est-ce qui semble prioritaire pour demain. Et bon, bien sûr, la difficulté, c'est qu'il faut s'y retrouver dans la multiplicité et la complexité des outils de politique publique et de planification. Donc là, volontairement, je cite tous ces acronymes absolument affreux, mais qui sont votre quotidien, en tout cas dans les collectivités, et aussi le quotidien des chargés de mission du réseau de la FNAP qui travaillent aux côtés de ces collectivités. Les PAT, les PCAET, les PTGE, les SCOT, les PLUI, les ORE, etc. Tout ça, derrière, il y a des textes, il y a des choses à savoir, à connaître, des réglementations liées. Et donc, c'est véritablement un challenge que de pouvoir identifier comment, dans ces outils-là, on va pouvoir inscrire des choses ambitieuses, prendre en compte la bio et inscrire des objectifs forts. Voilà. Diapo suivante.
Voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire que néanmoins, on a aujourd'hui des outils de planification qui permettent d'intégrer, enfin, que je qualifierais un peu d'intégrateur ou chapeau, dans lequel on peut glisser tout un tas de choses au niveau du foncier, notamment, mais pas seulement, on le verra. Et donc, c'est au travers de ces outils qu'on peut réussir à bâtir une stratégie globale, cohérente, pour mettre en cohérence justement les différentes actions d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, on va dire, enfin des circuits alimentaires fourchette. Donc, on peut citer notamment les SRADET. Alors, je ne les détaille pas parce que ce n'est pas l'objet véritablement du séminaire et on a préféré donner plutôt la parole à un élu qui va éclairer la question notamment du PCAET. On a les SRADET qui sont un peu les schémas directeurs au niveau régional. Ensuite, on a les plans climat, air, énergie territoriale qui véritablement est l'outil au niveau intercommunal pour inscrire des choses en faveur du climat sur son territoire. Après, on a aussi le SCOT, qui est un élément très important de planification stratégique à l'échelle intercommunale également. On a, alors ça, je crois que c'est quand même beaucoup plus récent. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de ce nouveau dispositif qui date de 2021. Donc, c'est le contrat pour la réussite de la transition écologique. Donc ça, c'est né en 2021 pour essayer d'organiser la déclinaison du plan de relance et en essayant d'apporter plus de cohérence sur les différentes actions en faveur du climat sur un territoire. Et en fait, ça va être un petit peu l'outil qui va permettre de décliner au niveau territorial la planification écologique. Donc voilà, on a la planification écologique au niveau national. Et l'idée, c'est de décliner dans les territoires cette planification et les CRTE avec la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, eh bien, permettra d'inscrire des choses dans une démarche concertée avec les acteurs de territoire. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on a Pardon, le projets CRTE, c'est alimentaires déjà. territoriaux, les projets alimentaires Allô. territoriaux que là, vous connaissez bien et qui visent véritablement sur un territoire à mettre en commun les Une forces question. vives, que ce soit les agriculteurs, les entreprises, les transformateurs, distributeurs, etc., la recherche, les établissements d'enseignement agricole et les consommateurs pour réfléchir aux questions de souveraineté alimentaire, aux questions d'ancrage territorial des filières, aux questions liées à la durabilité des systèmes qu'on promeut au niveau agricole et alimentaire. Et donc, les PAT sont aussi un lieu intéressant pour travailler ces questions. Et aujourd'hui, les PAT ne sont pas tous avancés de la même façon sur la prise en compte de l'environnement. Certains sont ambitieux, d'autres beaucoup moins. La question agricole est parfois majoritaire, parfois c'est la question alimentaire. Donc je pense qu'il y a un enjeu aussi à mettre plus d'ambition dans nos PAT pour véritablement tenir compte de ces enjeux pour demain. Voilà, je crois que j'ai pas trop dépassé. Oui, alors je laisse la parole à Johanna qui a un petit peu passé au crible des outils peut-être plus climat qui peuvent permettre d'affiner un peu les diagnostics. On a vu ACT, mais il y a d'autres outils et qui justement permettront peut-être d'avoir des plans, des outils de planification qui soient plus cohérents par rapport à la réalité du terrain, par rapport à la vulnérabilité de votre territoire. Et donc voilà, il y a un panel d'outils que Johanna va vous présenter qui peut permettre d'aller sur quelque chose bien connecté à votre territoire et à ses enjeux. À ses enjeux. Ouais, merci. Du coup, c'est enfin, comment dire, une introduction. Si jamais certains d'entre vous souhaitent qu'on aille plus loin sur le décryptage de ces outils, etc., on pourra éventuellement en faire un autre webinaire ou un autre temps d'échange. Là, c'est un peu un test. Du coup, j'ai essayé de regarder un peu comment on pouvait travailler sur le climat et l'agriculture et comment est-ce que ça pouvait du coup donner lieu à des étapes un peu pour créer des documents de planification qui soient cohérents. Donc déjà, la première chose, c'est de reconnecter son PCET, son PAT à les feuilles de route nationales. Donc SNBC, on en a parlé, les plans nationaux d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale biodiversité, le SNOC, il faut les regarder tous ces documents-là pour essayer de les décliner en région. Et puis, à partir de tout ça, on peut aussi regarder plutôt sur l'aspect climat, quelle est la vulnérabilité de son territoire, en regardant à la fois le futur, mais aussi et surtout le passé. C'est le propre de l'outil Climat HD. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc, c'est un outil Météo France qui regarde un peu comment les événements climatiques ont impacté en fait votre territoire, les températures moyennes, les précipitations, etc. Et c'est important de regarder le passé parce qu'on peut travailler sur la mémoire des agriculteurs et des agricultrices du territoire. On peut aussi leur poser la question de comment ils ont vécu les choses et comment ils s'en sont sortis ou moins sortis. Et du coup, ça permet aussi de créer plus de réflexion autour de ces questions-là. En tout cas, on le pense à la FNAB. Et après, on peut aussi regarder le futur avec des outils très complexes tels que Canary ou donc c'est un outil développé par Solagro ou d'autres. J'ai loupé le nom de l'autre outil, mais bref, je vous le remettrai
dans les mails qui suivront. Et il y a un outil très simple qui permet de sensibiliser à la question du changement climatique et de regarder un peu, de donner des perspectives. Ça s'appelle CC Explorer. C'est un outil qui donne des analogues climatiques. Donc, c'est-à-dire qu'il va dire Paris, Oui, allô? avec tel scénario de changement climatique, deviendra Mhm. Toulouse ou deviendra la Grèce. Et en fait, ça donne des idées pour aller regarder comment ces territoires sont en Oui, fait en oui, termes je vois, climatiques, je vois très bien. météorologiques, et Oui. qu'est-ce qu'il y a comme production dessus et comment est-ce que les agriculteurs et les agricultrices peuvent travailler à cette Dans question-là. réception Et d'emballage. comme Très l'objectif bien. des PAT et des PCAET, c'est aussi développer l'agriculture, Impeccable. il faut absolument intégrer les agriculteurs et les agricultrices dans ces dialogues-là sur le passé et sur le présent. Après, on peut aussi disposer d'une expertise sur l'empreinte globale de son territoire en propre, à la fois sur la question GES énergie et à la fois sur la question stockage de carbone. Donc ça, c'est les outils Climagri, qui est développé par l'ADEME, et Aldo également développé par l'ADEME. L'idée, c'est d'avoir des références, en fait, des indicateurs d'évolution, en faisant bouger des choses sur les deux outils avec des simulations. Climagri va vraiment s'intéresser à la question gaz à effet de serre. Donc, c'est l'équivalent de Acte FNAB, mais version territoire, en fait. Gaz à effet de serre et énergie de votre territoire. Et Aldo va vraiment avoir ce côté stockage de carbone. Je vous mettrai en référence, il y a une vidéo explicative de ce que c'est Aldo et comment est-ce que ça fonctionne. Mais en gros, il vous dit, bah voilà, aujourd'hui dans votre territoire, vous avez tel stock de carbone. Et demain, si vous mettez en place, vous faites varier des pratiques agricoles, eh ben, votre stockage de carbone, il évolue plus ou moins. Et donc, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de comprendre comment est-ce que le territoire peut évoluer par rapport à cette question du stockage du carbone qui est très prégnante dans la tête des agriculteurs et agricultrices. Et puis évidemment, un territoire et une planification écologique de territoire, évidemment, ça croise avec d'autres enjeux, donc l'emploi, l'autonomie alimentaire. Et donc pour ça, la FNAB, avec d'autres partenaires, a développé l'outil Parcelle, qui est peut-être déjà connu par un certain nombre d'entre vous, mais qui permet aussi d'évaluer l'acceptabilité des projets et la façon dont l'agriculture bio qu'on développe plus ou moins sur un territoire peut changer aussi les choses sur l'emploi, sur l'autonomie alimentaire du territoire et sa souveraineté. On en parle beaucoup de souveraineté en ce moment. Donc l'idée, c'est aussi de développer un projet collectif en réunissant aussi ces enjeux-là et d'autres acteurs du territoire. Et puis, bah, il y a évidemment l'outil Act FNAB qui, moi, je pense, permet d'aller plus loin. Donc, c'est une fois qu'on a commencé à faire ces états des lieux plutôt territoriaux, comment est-ce qu'on fait pour que chacune des fermes et chacun des acteurs de notre territoire puisse aussi s'équiper lui-même et donc aller chercher de la référence en propre, en individuel, et permettre aussi d'accompagner les agriculteurs dans des petits collectifs de façon à aller plus en détail en fait. Donc voilà, c'est un peu ce que moi je déclinerais plus globalement. On pourrait fouiller la question. Malheureusement, on n'a pas forcément un temps infini, mais c'est des premiers outils qui peuvent vous aider à décortiquer un peu tout ça. Et donc, je passe la parole à Nicolas. Delphine, je te laisse reprendre. Alors, tu as coupé Oui, ton tout à micro. fait. Alors, donc, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Orgelet, qui est vice-président de l'agglomération de Blois, conseiller municipal de Blois et élu référent du projet alimentaire territorial au syndicat mixte du Pays des Châteaux. Donc un grand merci à toi, Nicolas, d'avoir accepté un peu au pied levé cette intervention. Donc l'idée, c'est de pouvoir nous présenter d'une part ton PCAET, mais en fait, je crois qu'il y en a deux à l'échelle du pays. Donc un petit peu les modalités d'élaboration, de construction des fiches actions, comment c'est financé, quelle est la gouvernance de ce dispositif. Et puis après, d'aller nous expliquer un petit peu comment la question agricole est prise en compte au sein du PCAET, comment les enjeux ont été identifiés, comment ils sont pris en compte, inscrits, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain, et puis de nous dire aussi en quoi cet outil peut être intéressant pour promouvoir la bio, justement, et où vous en êtes à ce niveau-là sur vos PCAET. Voilà, donc Nicolas, je te laisse la parole, je te remercie encore d'être ici, et c'est à toi. Ouais. J'espère que Nicolas est là, mais je crois l'avoir vu. Oui, je suis Oui. là. Euh, Merci pour l'invitation. Bonjour à tous et j'ai perdu mes notes. Désolé. C'est pas grave, je vais faire ça. Donc, je suis donc vice-président d'une agglomération de 110 000 habitants autour de Blois, en charge du plan climat, mais aussi de la biodiversité, de la GEMAPI, donc c'est la gestion des rivières, donc c'est assez lié sur un certain nombre d'enjeux environnementaux, Ouais, parce tout ce qui est qu'après, je sais paysage. pas, c'était sur le Et mal-être. Attends, c'est bon. Alors, Mince, merci vraiment hop, de couper sur vos micros. Je vais peut-être l'acceptabilité. essayer de...
Ouais, bah, je sais pas trop ce que je peux dire de plus, moi, mais oui, après, on peut en Je, parler je par crois, lundi. Delphine, que tu peux Ouais, couper le lundi pas micro. Il bien. s'agit de Non, pardon. Camille Non, mais Glasson qui parle. là, j'aurais pas de ça, mais je vais comme j'étais en télétravail hier, vu qu'il y avait grève à l'école. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, je vais essayer. Donc, t'es là lundi. Je vais lui envoyer un Bon, message. c'est pas grave, je continue. Ouais. Continue. Ok. Donc voilà, donc je suis le plan Moi, ça climat sera et donc plus. toutes ces autres délégations à l'échelle. Il faut réactiver votre micro, Nicolas, ça a été coupé. Oui, donc je disais, je suis donc l'élu référent en charge du plan climat et toutes ces autres délégations à l'échelle de l'agglomération, donc 110 000 habitants, et l'élu en charge du projet alimentaire territorial à l'échelle de 3 EPCI, donc un territoire un peu plus vaste. Là, on est 150 000 habitants et 89 communes. Donc à cette échelle-là, je suis à la fois le projet alimentaire territorial, donc c'est assez cohérent parce que c'est vraiment l'échelle du bassin de vie, et puis en même temps le schéma de cohérence territoriale qui se construit à la même échelle. Euh, Tu demandais construction de fiches d'action, mode de financement et gouvernance. Sur les financements, bah, les modalités de construction. Nous, notre plan climat, on le mène avec on le suit avec un dispositif qui s'appelait Citergie, qui s'appelle maintenant Climat, Air, Énergie, et qui est suivi par l'ADEME, qui nous permet d'évaluer au fur et à mesure de notre plan climat l'ensemble de nos actions, avec un suivi de l'ADEME. On va faire un diagnostic de où on en est de notre plan climat de manière assez transversale. Et, euh, et au fur et à mesure, on essaye d'augmenter nos ambitions. Et c'est en open data, donc on peut aller voir ce qui se passe dans les autres collectivités par cet outil climat, air, énergie, voilà, territoire engagé, climat, air, énergie. Et sur les questions agricoles, bah, sur les questions alimentaires, de manière plus générale, en réalité, la plupart des politiques publiques, on les a plutôt construites à l'échelle du projet alimentaire territorial, puis déclinées dans notre plan climat, air, énergie territorial. Parce qu'on a un projet alimentaire territorial où on a essayé de mettre en place justement une gouvernance qui permette d'éviter d'avoir quelque chose de plus partagé dans la manière dont on va construire les actions. Donc on a un conseil local de l'alimentation avec plein d'acteurs dedans, donc des gens de la distribution, des AMAP, des gens qui représentent la bio, des gens qui représentent la chambre d'agriculture, des élus, mais aussi le CIAS, mais aussi des associations d'aide alimentaire. Un peu, on essaie de mettre un maximum tous les acteurs de l'alimentation autour de cette table, et c'est avec eux qu'on va construire euh, les fiches actions de notre transition alimentaire pour une alimentation locale et de qualité accessible à tous, qui s'inscrivent dans les singularités de notre paysage et de notre territoire, qui respectent qui s'inscrivent dans les questions de changement climatique, etc. Donc on fait un PAT qu'on essaye de faire vraiment sur tous les axes de l'alimentation. Et puis, parallèlement, j'entendais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un me demandait à quoi servent les études. Nous, les études, par exemple, on a fait une étude Climagri à l'échelle du projet alimentaire territorial, donc à cette échelle de pays. Et l'étude, elle va permettre d'objectiver des choses et de les territorialiser. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, comment on fait pour atteindre les enjeux de la COP par rapport aux réductions de gaz à effet de serre? Quand on dit à des élus ou à des acteurs, il faut qu'on s'inscrive dans les enjeux de la COP, ça ne leur parle pas, c'est trop lointain. Et par contre, quand on revient sur le territoire et qu'on dit bah, qu'est-ce que ça veut dire territorialement, quelles sont les transformations qu'il va falloir faire sur le territoire, et qu'on construit les différents scénarios pour y arriver avec eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, une fois que ces scénarios sont actés, bon, ou ont été discutés, ça permet de valider des axes qui vont du coup devenir une feuille de route de la collectivité, co-validée par tous les partenaires. Et c'est vraiment ce croisement entre des partenaires qui construisent les actions de terrain en fonction de leur réalité du quotidien. Par exemple, on a des problèmes sur les filières, on a des associations d'aide alimentaire qui ont besoin de prendre du bio et du local plutôt que des produits de la grande distribution de mauvaise qualité, etc. Donc on a des remontées sur les actions, sur les besoins réels de la filière qui vont se croiser avec les réalités scientifiques des études. Et notre plan d'action, ça va essayer d'être la rencontre entre les deux. Et ce plan d'action qu'on construit à l'échelle du PAT, ensuite, on le rentre, toutes ces fiches actions qu'on construit au niveau du PAT deviennent des fiches actions de notre PCAET sur l'enjeu climat, quand il concerne l'enjeu climat.
Et puis, on va les redispatcher par catégorie. Par exemple, si on lance des actions sur la protection des aires d'alimentation de captage en eau potable, et ben là, les collectivités, finalement, le PAT va dire, voilà, on a un enjeu là-dessus. Et puis nous, avec les services, on va essayer de faire un groupe de travail transversal, donc un comité technique dans lequel on va mettre les différents services concernés. Donc on va avoir, par exemple, si je reprends la question de l'eau, on va faire un comité de pilotage avec le service qui gère le petit cycle de l'eau, le service qui gère le grand cycle de l'eau, donc les rivières, le service qui gère le développement économique et donc les relations au monde agricole. Et tous ces services-là travaillent à proposer des plans d'action. On fait des retours avec les gens du PAT, et puis après, ça nous fait des fiches actions d'application dans le territoire. Ce qui est intéressant dans cette gouvernance du PAT qui est très partagée, c'est que ça évite justement, par exemple, que la Chambre d'agriculture nous dise que c'est son territoire réservé et puis qu'on n'ait pas tous les autres acteurs autour de la table, qu'on arrive, par exemple, à mettre les gens de la bio à égalité dans les discussions ou d'autres partenaires. Ce qui est intéressant dans les études aussi, c'est que l'étude, par exemple, Climagri, elle a été portée par la Chambre d'agriculture avec Solagro. Donc finalement, à la fin de cette étude Climagri, on a acté un objectif alors il faut que je retrouve le chiffre, mais il faut qu'on atteigne 40% de la surface agricole utile en bio à l'échelle du pays des châteaux d'ici 2050, alors qu'aujourd'hui on n'est qu'à 5%. Et donc, comme c'est cette étude Climagri qui nous donne cet objectif d'atteindre de 40% de surface agricole utile en bio à l'échelle du pays, et qu'elle a été menée par Solagro avec la Chambre d'agriculture, finalement, la Chambre d'agriculture se retrouve à dire, ah oui, vous aviez raison, il faut qu'on accélère sur la bio. Et moi, je peux le mettre dans la fiche de route et je peux dire qu'ils ont été partenaires de cette étude avec les autres, vous voyez. Et souvent, c'est un peu ça que j'essaye de faire par le PAT, c'est de créer des espaces de dialogue entre des acteurs qui ont parfois du mal à travailler ensemble. Climagri, après, on a travaillé sur, se servant de cette feuille de route, on essaie de faire en sorte d'accompagner les agriculteurs vers les changements de pratiques. Et donc, on a fait un cycle de formation d'agriculteurs qui s'appelle Acclimagri, donc adaptation au changement climatique. Donc, on va développer les pratiques d'agroécologie, former et tout ça. Et là, c'est pareil, il est co-construit avec des gens du Gablec et de l'ADA et des gens de la Chambre. Et du coup, ils se retrouvent un peu en obligation de se parler, d'essayer de trouver plutôt ce qui va les relier sur les besoins. Par exemple, et en général, sur la question de la structuration des filières, ils sont d'accord. Et puis il y a d'autres choix où ils sont pas où ils finiront pas d'accord, mais ça me permet de continuer à réussir d'avancer sans avoir de blocage de telle ou telle personne et d'avancer en tant que politique publique. Et puis après, ben, en effet, il faut trouver des outils pour donner les moyens. Parce que souvent, par exemple, quand on veut, là, on a voulu aider les agriculteurs à les sensibiliser sur les changements de pratiques, mais très vite, ils vont nous dire oui, mais les filières, oui, mais les moyens. Et donc, en effet, après, c'est aussi aux politiques publiques, par la formation, d'aller chercher, ben, par exemple, là, on travaille sur les paiements pour services environnementaux. On va travailler avec la FNAP pour voir comment on peut le mettre en place sur notre territoire, sous quelles conditions, ou on est allé regarder le label Terre de Source à Rennes. Voilà. Donc là, je vous parle plutôt d'actions qui sont en cours, mais en réflexion. Mais on a des actions qui sont déjà en cours, qui sont très simples. La cantine de Blois, on l'a passée en régie pour faire avec un objectif de 100% local et bio à 2030. Et donc, ça nous permet d'avoir la main sur la commande publique et de créer des débouchés aux filières locales pour favoriser le bio et local. On va faire mais comme on est un pays qui est très rural, on peut pas travailler que sur la ville-centre. Donc, pour toutes les petites communes, on fait par le PAT un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner les communes sur leur commande publique, sur la formation des cuisiniers à cuisiner des produits végétariens, etc., pour pouvoir accompagner aussi toutes les communes rurales dans leur changement de pratique et l'application de la loi Egalim. Voilà, c'est des exemples. Et donc, en fait, ou sur la sensibilisation, dont parlait Delphine Benessian, à faire des défis alimentation, des rendez-vous du goût, où là, les rendez-vous du goût, en gros, on va sensibiliser des citoyens volontaires dans des communes rurales qui vont cuisiner ensemble et puis après proposer des initiatives sur leur territoire autour de l'alimentation. Et tout ça, en réalité, c'est issu du projet alimentaire territorial, mais souvent, après, on le redécline dans le plan climat. Finalement, c'est le plan alimentaire territorial qui construit les fiches actions de notre plan climat. Et après, le... il y a quelqu'un qui demandait le CRTE, à quelle échelle il se faisait. Chez nous, c'est à l'échelle de l'agglomération.
mais c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CRTE n'a plus vraiment d'action réelle. Ça a été une annonce du gouvernement euh, pour contractualiser un peu les systèmes d'aide autour d'un projet de territoire entre l'État et les collectivités et sortir un peu du clientélisme. Mais finalement, tout le monde a rempli ses fiches actions et on sent bien que ça va pas forcément avoir de suite. Mais ça aurait pu être intéressant. Je fais peut-être un peu trop de tunnel, mais ça me permet peut-être de faire le lien sur les financements. Tu me parlais des financements. Nous, aujourd'hui, nos financements, ils sont multiples. On a Carasso, qui nous accompagne sur le projet alimentaire territorial, qui est une fondation. On a la région, à travers le contrat régional de solidarité territoriale, euh, qui, euh, qui finance les actions du PAT. Ce contrat, ce CRST financé par la région, en fait, c'est une enveloppe européenne qui est donnée à la région, qui les redistribue sur les territoires, avec une sorte de contrat entre la région et les territoires. Donc en fait, ce contrat, la région va dire, ben voilà, vous avez 5% de vos projets qui doivent être, qui doivent être dédiés à la biodiversité, euh, 40% qui doivent être dédiés aux transitions écologiques, etc., qui donnent des grands fourchettes comme ça. Mais par contre, les actions qu'on met dedans, c'est le territoire qui les décide en fonction de son plan de territoire. Et en fait, il y a une sorte de, donc, il y a un contrat d'objectif qui est signé entre la région et les territoires qui oblige à faire un projet de territoire. Et après, c'est bien les territoires qui proposent des actions à l'intérieur. Et le CRTE, ça devait être un peu la même dynamique avec l'État, avoir un contrat de territoire et après, l'État finance quand on est dans ce contrat de territoire. Donc, ça aurait été très intéressant parce que nous, ça aurait été région, territoire et État, une sorte de contractualisation à trois, idéalement, pour éviter un peu des fois des effets de clientélisme ou de premier arrivé, premier servi. Mais malheureusement, cette contractualisation qui permettrait d'avoir une vision pluriannuelle de l'État plutôt que annuelle des financements, aujourd'hui, on ne voit pas cette vision pluriannuelle se mettre en place pour les fonds de l'État, malheureusement. Euh, voilà. Après, on a des ponts leader et FEADER. Donc, le leader, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, c'est ce qui finance le leader, c'est le deuxième pilier de la PAC. Je le dis parce que c'est très d'actualité avec la suppression du plan Éco-Phyto, qui était quand même un grand axe du Green New Deal. Leader, c'est le deuxième pilier de la PAC qui finance ça, normalement sur le lien ville et territoire. Et nous, notre projet alimentaire, notre leader, il est à l'échelle du pays. On a un GAL, donc on a des fonds européens, on peut débloquer des fonds européens à l'échelle du pays qui ont pour rôle normalement de financer et faciliter les initiatives locales. Ça va jusqu'à 30 000 euros par initiative. Ils peuvent financer jusqu'à 80%. Il faut au moins 20% de cofinancement public autres. Euh, et, euh, et c'est assez intéressant. Et c'est pareil, dans le leader, finalement, on a mis les fiches actions de notre PAT. Donc finalement, notre projet alimentaire territorial, ça a plus été un lieu de concertation et de construction de notre politique alimentaire à l'échelle du bassin de vie. Et puis après, pour la mise en action, eh bien, toutes ces fiches actions qu'on a co-construites avec les acteurs, on les fait rentrer dans nos politiques publiques à l'échelle de nos fiches leaders, à l'échelle de nos fiches plan climat, pour une mise en œuvre effective sur le territoire, là où les politiques publiques ont des financements ou sont un peu contractuels. Vous voyez, le PAT, c'est plus un outil de facilitation et de construction d'une politique publique. Le PCAET, il y a quelque chose de contractuel. Ça devient vraiment un enjeu inscrit dans le marbre de la collectivité, qui est révisé tous les 6 ans, voilà, avec des révisions mi-parcours. Et puis après, on a des financements de l'État, le plan de relance, un peu de financement de l'ADEME, etc. Voilà, je n'ai pas fait toutes les actions du PAT, je sais pas. Ah oui, tu voulais que je parle d'actions plus en faveur de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. J'essaie de centrer sur ça, non? Ou Oui, éventuellement. Bah, écoute, déjà, peut-être c'est qu'on très bien passe ce que sur tu nous as. question-réponse et en fonction je sais pas. C'était très intéressant de voir l'articulation justement des outils qu'on a présentés avant, comment tu l'incarnes sur ton territoire. Oui, si tu peux nous faire un petit focus sur voilà, de la simplicité ou de la difficulté, compte tenu peut-être des jeux d'acteurs, d'intégrer des choses un peu ambitieuses qui vont au-delà de ce qu'on peut avoir couramment en termes d'orientation sur l'agriculture, enfin des choses plus ambitieuses qui vont jusque vers la bio, jusque vers des pratiques vraiment ambitieuse. Comment tu as vécu ça? Alors, on a bien compris que, notamment, ce PAT avec
avec ce comité local qui permet d'avoir tout le monde autour de la table, ça facilite. C'est-à-dire pour faire passer des idées un peu ambitieuses, le fait qu'on ait autour de la table pas seulement la profession agricole, mais aussi des citoyens et puis des représentants de mouvements alternatifs, finalement d'une agriculture alternative, ça c'est vraiment un levier puissant. Est-ce que tu identifies d'autres leviers? Parce qu'on avait une question aussi dans le chat qui disait et à juste titre, hein, et nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, là, c'est que comme le marché de la bio est un peu en berne en ce moment, pour dire les choses de façon light, eh bien, comment justement, dans ce contexte, malgré tout, on peut continuer en tant qu'élu local à porter des choses ambitieuses sur un mode de production tel que la bio. Alors moi, j'ai tendance à penser que valoriser les aménités positives sur l'eau, sur la biodive, c'est quelque chose, enfin, c'est un argumentaire qui est sans doute le plus utile, mais néanmoins, on a en ce moment pas mal d'élus qui nous disent bah non, aller vers la bio, c'est pas forcément pertinent vu le marché, quoi. Comment toi, tu réponds à ça sur ton territoire en tant qu'élu? De manière diverse, selon les lieux et selon les contextes. Pour convaincre, en effet, la question de l'eau, c'est un enjeu fort pour les collectivités territoriales parce qu'on a un coût de dépollution de l'eau de plus en plus fort. En fait, d'aller chercher des arguments et de lire les choses et d'avoir à chaque fois des professionnels qui vont aller me donner les éléments que j'ai pas pour pouvoir argumenter. Sur l'eau, par exemple, je suis pas au petit cycle de l'eau, mais je suis allé voir où en étaient nos captages et puis les coûts d'investissement. Et là, aujourd'hui, je peux expliquer, souvent, là, dernièrement, j'explique que on vient de fermer un captage parce qu'il était trop pollué en eau et qu'il y en a un autre où on va diluer l'eau en investissant 500 000 euros pour diluer l'eau du captage. Et là, ça fait réfléchir. Les gens se disent, ah oui, en effet, ça va pas durer éternellement. Ça va être un peu pour justifier auprès des élus, il faut qu'on agisse. Est-ce qu'il faut qu'on agisse sur ça? Et souvent, je vais justifier le fait que bah, finalement, on va payer la dépollution de l'eau très cher, on va payer la santé aussi très cher, parce qu'aujourd'hui, les paiements pour le coût pour la santé, c'est la moitié du budget de la PAC hein, en France qui partent sur le coût des maladies environnementales. Et donc, souvent, ce que je vais dire, c'est ben, plutôt que de payer la dépollution ou les coûts induits derrière de santé, on devrait orienter cet argent-là directement vers les agriculteurs. Et j'essaie à chaque fois d'avoir un discours qui n'oppose pas, mais qui dit plutôt, qui va plutôt dire, ben, nous, moi, je pense qu'il faudrait qu'on finance directement les agriculteurs et qu'on leur paye leurs aménités environnementales et qu'on leur donne les moyens de changer de pratique et et que la collectivité, finalement, joue son rôle de collectivité en donnant des débouchés à ceux qui veulent bien faire. Par exemple, là où elle peut, par la commande publique, par les cantines, par les EHPAD, aussi finalement par l'aide alimentaire, parce que on a travaillé localement, constatant que l'aide alimentaire avait du mal à avoir des produits frais et locaux. Avec l'action sociale, on a mis en place un réseau des associations d'aide alimentaire qui travaillent pour acheter en direct aux producteurs des produits bio et locaux. Nous, collectivités, on cofinance pour finalement que les gens les plus pauvres de notre territoire aient accès à des produits de qualité. Ça aussi, c'est un débouché de plus. Donc, on essaie de regarder comment par la commande publique on peut créer des débouchés. Regarder comment nous, on peut financer donc les paiements pour services environnementaux et tout ça, ceux qui font bien, et puis plutôt essayer d'avoir un discours de solution, quoi, de dire à la fois avoir un discours de solution plutôt que d'accuser les gens en disant on comprend que c'est compliqué d'aller vers la bio, etc. Euh, et écouter les trucs qui font qu'on va vous dire pourquoi c'est pas possible, et puis dire, et puis assez vite, essayer de construire des solutions avec eux. Et puis en même temps, pour être très transparent, j'essaye de ne jamais laisser la Chambre d'agriculture. En fait, j'essaie de mettre la Chambre d'agriculture dans toutes les discussions pour qu'elle soit tout le temps associée, mais de jamais la laisser décider seule pour qu'il y ait toujours une gouvernance partagée. Et ça, c'est une stratégie que j'ai l'impression, marche pas trop mal. Ça permet à la fois qu'ils se sentent associés et en même temps, souvent, quand ils sont seuls sur un projet, très vite, il y a de l'opacité qui se crée, il y a des décisions qui se prennent qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général.
Alors que là, en les mettant à chaque fois dans les débats, finalement, ils voient des films dans les sensibilisations, ils participent au débat avec les citoyens, et puis j'ai des gens de la Chambre qui étaient à la base des agriculteurs conventionnels assez, comment dire, remontés contre tout ce réseau-là, qui évoluent dans leur discours très fortement et très rapidement finalement. Mais il y a aussi Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des enjeux sociaux. C'est-à-dire que quand on est dans le monde, moi je sens, ce que je sens de plus en plus, c'est que les gens du monde de la bio ou de l'agriculture paysanne sont dans un milieu social. Les gens de l'agriculture conventionnelle ou industrielle ou comme vous voulez, sont dans un autre milieu social et passer de l'un à l'autre, c'est accepter de changer de milieu social, c'est accepter de remettre en cause ce qu'on a fait ou ce que ses parents ont remis en cause et c'est pas si évident. Et du coup, multiplier les espaces de dialogue et montrer plutôt les problématiques par les études réelles du territoire et ce que ça impacte et ce que ça va changer, ce que ça va créer comme contrainte pour eux. Et puis en même temps, essayer de proposer des solutions sans montrer du doigt, c'est un peu ce binôme-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment très intéressant et on va prendre des questions du coup là parce que j'imagine que tout ce que tu viens de dire suscite des interrogations. Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de questions sur les PSE. Si on a le temps, je vous ferai un petit point pour dire où est-ce qu'on en est Alors avec le PSE, je Nicolas. pense qu'il vaut mieux en parler avec Delphine, parce que nous, on veut lancer des choses, on va y travailler avec la FNAM, mais c'est pas moi le spécialiste, hein, pour dire les choses clairement. Ok, alors on va prendre la question de Madame Cornette déjà. Merci beaucoup. J'étais en train de la rédiger justement. Je réagissais par rapport effectivement à l'idée des aménités à verser aux agriculteurs euh, qui viennent contrebalancer en fait des dépenses qu'on ne ferait pas en santé ou en traitement de l'eau. Sauf que la collectivité va très vite réagir, enfin certains élus en tout cas, en par l'équilibre budgétaire. En fait, on n'est pas du tout sur des budgets qui sont débités ou crédités des mêmes entités. Voilà, on va parler des aménités versées aux agriculteurs qui proviendront des budgets de la collectivité, alors que les coûts de traitement de l'eau qu'on évitera proviennent d'une autre entité, d'un syndicat d'assainissement, voilà, d'un syndicat d'acheminement des eaux. Les coûts de santé, alors là, j'en parle même pas, c'est encore plus éloigné. Voilà, c'est comment on arrive à faire, à recréer cette compensation dans le budget finalement. Alors en effet, c'est pas si simple. Bon, déjà pour dire, la question de paiement pour les aménités directes, c'est quelque chose qu'on commence seulement à explorer. Ça ne fait pas partie des actions qu'on a déjà mis en place. Euh, mais par contre, dans l'argumentaire, ce qu'on peut expliquer, c'est déjà, nous, on paye la GEMAPI, donc le paiement au syndicat de bassin, ça c'est un coût direct, dont le paiement de nos syndicats de bassin pour qu'ils arrivent à agir, on a une montée des budgets de 1,5% par an quand on est à 0,5 au niveau de la collectivité, donc ça monte plus vite et absolument pas assez vite quand on voit qu'on paye finalement nos syndicats de bassin, environ, on en a pour un coût de 220 000 euros par an de paiement aux syndicats de bassin, qui sont vraiment ceux qui vont faire en sorte que la rivière continue de fonctionner. Mais par contre, quand on fait une station d'épuration, c'est 600 000 euros. Et puis, non, pas une station de captage pour diluer les polluants, c'est 600 000 euros. Aujourd'hui, on va devoir traiter de plus en plus de molécules, sachant qu'on traite celles qui existaient avant sur le marché, mais on en découvre de nouvelles parce qu'on a toujours des nouvelles sur le marché. Et donc, il faut par exemple, on sait que le coût des charbons actifs dans les stations va changer parce qu'avant, on va être avant, on était sur des charbons qu'on a achetés tous les 40 ans, alors qu'aujourd'hui, ça, c'est une sorte de fluide qu'on doit rajouter dans l'eau qui va se changer régulièrement. Et ça va faire exploser les coûts de traitement de l'eau. C'est vraiment sur les coûts de traitement de l'eau qui vont exploser, et on le sait, alors que et ça, c'est aussi une dépense de la même collectivité. Et donc, finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer les syndicats de bassin? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un peu d'aide directe aux agriculteurs? Mais c'est aussi, nous, on voit que toutes nos nappes commencent à être polluées. Et finalement, à un moment donné, ça ne tiendra plus.
Euh, donc après, là aussi, il y a des enjeux de gouvernance, hein, parce que les droits de prélèvement, ils sont plutôt gérés par les DDT. Euh, on a des nappes où il y a la nappe de Beauce, c'est une OUGC, une organisation unique de gestion collective, parce qu'il y a un SDAG dessus. Je suis désolé avec tous les algorithmes, mais cette OUGC, donc c'est des gens qui tous les ans vont regarder le niveau réel de la nappe pour pouvoir redistribuer les droits de prélèvement. Elle est gérée encore aujourd'hui que par les gens la Chambre d'agriculture et le syndicat des irrigants. Et donc, par exemple, là, on a un enjeu de gouvernance à mettre des gens de la bio, des gens de l'environnement dedans, parce que ça a des impacts directs sur l'eau, parce que comme on pompe trop d'eau, on a moins d'eau dans nos rivières. Et donc, comme on a moins d'eau dans nos rivières, on concentre les polluants. Et comme les polluants sont concentrés, ben, on a beaucoup plus de mal à les prélever. Donc, impact direct sur nos finances. Ça, c'est un impact que je peux expliquer assez facilement. On a un impact direct aussi sur notre capacité à installer des agriculteurs ou des maraîchers, parce que quand on n'a plus de droit de prélèvement pour ceux qui restent, et ben, installer un maraîcher quand il n'a plus de droit de prélèvement, c'est compliqué. D'où là aussi un enjeu de gouvernance sur plutôt disons que la gestion quantitative qui va avoir un impact sur la gestion qualitative. Voilà, tout ça joue. Après, sur des choses très simples qu'on arrive à mettre en place, c'est nous, sur nos terrains, les terrains qui appartiennent à l'agglomération, on met en place des obligations, des baux environnementaux, donc avec une obligation d'être en bio sur les terrains que nous, on met à disposition d'agriculteurs. Sur le centre-ville de Blois, on a une partie qui est en zone inondable. Et donc, sur toute cette zone-là, et puis on a un lycée horticole. Donc, dans le lycée horticole, on a mis en place une pépinière sur lesquelles des maraîchers euh, se, se testent pendant 1 ou 2 ans avec un accompagnement spécifique. Et puis après, nous, collectivités, on leur met des terrains à disposition avec des baux environnementaux pour qu'ils s'installent. Ça coûte pas cher. Finalement, c'est juste de la mise à disposition de terrain et un partenariat avec un lycée. Mais ça marche très très bien dans l'installation. Aujourd'hui, on a 5 maraîchers qui se sont installés sur la zone de manière durable, avec chacun euh, une niche différente dans les types de production. Ça facilite la vente directe et ça marche très bien. Donc voilà dans les actions possibles.